aussi quelqu'un que j'aime beaucoup et que je trouve tout à fait exemplaire, qui s'appelle Janusz Korczak. Alors Korczak, vous ne le connaissez peut-être pas, c'est un pédagogue polonais. Alors vous voyez, on a commencé avec la Pologne, on revient à la Pologne. Korczak est un pédagogue polonais. J'ai eu le plaisir et l'honneur de faire un livre sur Korczak pour les enfants, parce que j'estime que c'est un homme qui doit être connu des enfants. Et Korczak est un pédagogue polonais assez particulier. C'est un homme très intéressant. Son histoire est très intéressante. Puisque nous sommes en promenade, on peut s'arrêter pour raconter un peu l'histoire. Vous savez, la promenade, c'est on rencontre une fleur, on en parle, et puis on va voir un peu plus loin. Alors Korczak, c'est un médecin qui vit comme médecin la guerre de 14-18, qui voit des enfants massacrés, qui, après la guerre de 14-18, va rédiger le premier texte qui va servir de base ensuite à ce qu'on appelle aujourd'hui la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est l'inventeur du concept de droit de l'enfant. Korczak, c'est aussi le créateur d'une série d'orphelinats, des orphelinats qu'il va créer à Varsovie pour les orphelins de la guerre de 14-18. Alors à l'époque, à Varsovie, même si Varsovie est alors, après la guerre de 18, émancipée de l'occupation russe, c'est les congrégations religieuses qui tiennent l'éducation. Donc ils créent des orphelinats d'abord juifs, Korczak lui-même est juif, et ensuite des orphelinats pour les catholiques et les protestants, puisqu'il n'y a qu'une éducation confessionnelle à l'époque. Resituons ça dans son contexte. Il crée des orphelinats, il va créer toute une série d'orphelinats, il crée des écoles, il fait toute une série de choses extraordinaires. La fin de Korczak est à la fois fantastique et tragique, c'est cela qui fait de lui injuste, puisqu'en 1942, Korczak est réfugié avec 192 enfants juifs dont les parents ont été massacrés dans le ghetto de Varsovie. Le 11 août 1942 au soir, Korczak apprend par les autorités juives du ghetto de Varsovie que la Gestapo doit, le lendemain matin, arrêter l'ensemble des enfants de son orphelinat pour les amener à Treblinka. La Gestapo propose à Korczak un passeport américain. Korczak est une personnalité notoirement connue dans le monde et on lui propose, quoique juif, de s'échapper. Il refuse de s'échapper. Et le lendemain matin, au moment où la Gestapo arrive pour arrêter les enfants, il prend la tête, c'est l'image qui est ici, il prend la tête de ce cortège d'enfants, il tient la main de la plus jeune de ces orphelines. Il y a ici un drapeau vert sur lequel il y a la croix juive, hébraïque, et il accompagnera ces enfants jusqu'au quai de la gare, qui les amènera, lui et ses 192 enfants, à Treblinka, où ils seront tous gazés le jour même. Donc c'est un homme qui est allé jusqu'au bout, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais alors après cet épisode un peu dramatique, cette fin, qui est la fin d'un homme absolument exemplaire, racontons un petit peu les difficultés qu'a vécu Korczak. Alors, 1918, il crée un premier orphelinat avec des enfants bagarreurs, turbulents, la racaille. Des enfants qui se battent tout le temps. Et il a un vrai problème avec cette affaire de bagarre, parce qu'il ne peut rien faire, ces enfants sont toujours en train de se taper dessus. Et là, Korczak, il cherche, et puis il imagine un premier système. Alors c'est un système assez curieux, c'est un système de points. Il donne tous les lundis matins 10 points à chaque enfant. Ce sont des points de bagarre. Si l'enfant fait une grosse bagarre, on lui prend 4 points. S'il fait une moyenne bagarre, 3 points. S'il fait une petite bagarre, 2 points. S'il fait une insulte, un seul point. Et ça marche un peu, puisque Korczak, dans son journal, dit « Grâce à mon système de points, les enfants commencent à réfléchir avant de se battre. » C'est quand même pas rien, hein, réfléchir avant de se battre. Ça peut même être un objectif éducatif respectable, réfléchir avant de se battre. Donc ça marche un peu. Ça ne marche pas très très bien quand même. Parce qu'il y a des enfants qui ne se battent pas, et alors il y a un trafic de points, ils revendent leurs points aux autres, qui se battent plus, etc. Donc au bout d'un certain temps, Korczak dit non, ce système de points, ça ne va pas. Et alors il a une autre idée. Et ça, c'est une idée assez extraordinaire. Il réunit les enfants de ces différents orphelinats et il leur dit, écoutez, à partir de maintenant,
chacun peut taper sur n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand, autant qu'il veut. Mais à une condition, c'est de prévenir l'intéressé par écrit 24 heures à l'avance. Voilà quelque chose de très intéressant. Alors, révolution dans l'orphelinat. Révolution parce qu'une grande partie des enfants disent « Mais monsieur, nous, on ne sait pas écrire !» Encore je dis bah, « Ça, c'est pas grave, hein, parce que moi, je vais faire scribe. Donc, je vais m'asseoir à la table, là, puis vous allez venir, puis vous allez me dicter votre lettre. Alors, toi, tu dis quoi? Tu dis « Je veux taper sur lui parce que quoi? Ah ben, parce qu'il m'a insulté. Il m'a dit... Oui, c'est-à-dire... Ah ben oui, alors... donc, il y en a 1 sur 2 qui abandonne la lettre avant d'avoir fini de dicter, hein. Et puis, il y en a qui écrivent la lettre jusqu'au bout. Et puis, il y a une boîte des bagarres qui était installée dans l'orphelinat. Et dans la boîte des bagarres, eh bien, on écrit, voilà, je vais te taper dessus demain parce que ta tête ne me revient pas, ou d'autres choses de ce type. Et le soir, à la veillée, c'est un orphelinat où les enfants habitent, Kortchak relève la boîte des bagarres. Il sort quelques lettres, qu'il anonyme, il enlève les noms, bien sûr, et il lit quelques-unes de ces lettres. Il les lit. Et il dit aux enfants, alors qu'est-ce que vous en pensez? Et là, les enfants discutent un peu. Ouais, bah là, il n'argumente pas bien, là, il argumente bien. Là, je trouve qu'il a tort, il aurait pu trouver un autre moyen que de se battre, etc., etc. Et les enfants discutent. Lui, il règle la discussion. Il dit qui parle, de quelle manière, à quel moment, il fait attention qu'on ne s'interrompe pas, qu'on ne se coupe pas la parole, etc., etc., tout ça, c'est lui qui organise. Après, quand la discussion est finie, Kortchak, qui est aussi un écrivain pour enfants, puisqu'il écrit des livres pour les enfants, il a écrit un livre célèbre qui s'appelle Le Roi Mathias, il a écrit un autre livre qui s'appelle La Gloire, qui sont des très beaux livres pour enfants, qui sont des livres qui d'ailleurs racontent des histoires de sociétés d'enfants. Et Le Roi Mathias, c'est une société d'enfants où le roi est un enfant, etc. Et où il y a des bagarres. Et il leur lit des extraits de son livre. Il leur lit des extraits de son livre. Là, il y a quelque chose de très fort. Au fond, si j'avais à visualiser ce que fait Kortchak, là, il fait quelque chose qui consiste à écarter les mâchoires de ce que nous appelons en termes psychologiques le passage à l'acte. Le passage à l'acte, j'ai envie de te taper dessus, je te tape dessus. Si j'écarte, c'est j'ai envie de te taper dessus, je réfléchis si c'est la meilleure des solutions, et je vais même m'informer, ou en tout cas me nourrir de quelque chose qui en l'occurrence s'appelle la littérature, pour réfléchir à la légitimité de cette bagarre et au fait de savoir s'il n'y a pas d'autre moyen de sortir d'une situation que la violence. Et après, on verra. Alors ça, c'est assez fabuleux. Parce que ça, c'est le mouvement même de l'émergence de la pensée que nous appelons aussi aujourd'hui la réflexivité. La réflexivité, c'est le passage de la pulsion au désir. Alors, il y a des enfants qui disent « je veux me battre ». Kortchak aurait pu dire « oui, tu te bats ». S'il dit « tu te bats », ben, il laisse l'enfant basculer dans la toute-puissance et le caprice. Il aurait pu dire « non, je vous interdis de vous battre ». Alors là, Kortchak était sûr d'une chose, il le dit lui-même, c'est qu'ils iraient se battre dehors, à la sortie, quand on ne les voit pas. Hein? C'est toujours ce qui se passe. L'interdit, ça engendre en général le fait que les gens font ce qu'on leur a interdit, mais quand vous n'êtes pas là, quand vous ne les voyez pas. Il dit ni oui, ni non. Parce qu'il dit, je ne veux faire ni des violents, ni des hypocrites. Je veux faire des êtres réfléchis. Et pour faire des êtres réfléchis, je leur dis ni oui, tu peux te battre, ni non, tu ne peux pas te battre. Je leur dis réfléchissons-y ensemble, oui peut-être, non mais pas tout de suite, on y pense d'abord. Ah, ça c'est fondamental. Ça c'est probablement un des actes fondamentaux de l'émergence du sujet, de l'émergence de la conscience et de l'émergence d'une personne réfléchie. Oui, mais tu y réfléchis d'abord. Alors j'ai là un extrait de Kortchak où il écrit les avantages de ce qu'il appelle la boîte aux lettres.
Parce qu'il va étendre la boîte aux lettres à la quasi-totalité des communications au sein de l'orphelinat. C'est-à-dire qu'au début, ce n'est que la boîte aux lettres des bagarres, mais ensuite, c'est la boîte aux lettres, y compris pour les enfants qui veulent demander une explication, obtenir un avantage, avoir ceci, avoir cela, avoir autre chose. Il leur demande d'écrire et de mettre dans la boîte aux lettres. S'ils ne peuvent pas écrire, ils dictent à quelqu'un qui sait écrire. Et il cite les avantages de la boîte aux lettres. Alors, je vous lis. La boîte aux lettres sert d'enseignement utile aux enfants. Ils apprennent grâce à elle à attendre une réponse au lieu de l'exiger sur le champ et à n'importe quel moment. Vous pensez que ce n'est pas important, ça, sur le plan éducatif? Attendre une réponse au lieu de l'exiger sur le champ et à n'importe quel moment. Deuxièmement, à faire la part des choses, distinguer parmi leurs vœux, leurs peines, leurs doutes, ce qui est important de ce qui l'est moins. Écrire une lettre suppose une décision préalable. Il n'est pas rare d'ailleurs que l'enfant veuille retirer la lettre qu'il a glissée dans la boîte. Troisièmement, à réfléchir, à motiver une action et une décision. Quatrièmement, à avoir de la volonté. Écris-le, tu pourras mettre ton mot dans la boîte. Je ne sais pas écrire. Alors, je continue. Et ainsi de suite. Je peux l'affirmer, finit Kortchak. La boîte aux lettres non seulement ne gêne pas la communication orale, mais tout au contraire, elle la facilite. Elle fait gagner du temps à l'éducateur qui peut ainsi consacrer une partie de sa journée aux enfants qui ont besoin d'un long entretien personnel. C'est grâce à la boîte aux lettres que de tels moments ont pu être aménagés, car la journée est devenue plus longue. Y a-t-il des enfants qui n'aiment pas écrire? Sans doute. Mais ce sont presque toujours ceux qui comptent sur leur charme personnel, un sourire par-ci, un baiser par-là. Ils profitent de chaque situation propice pour gagner nos faveurs. Ils ne prient jamais, ils contraignent leur entourage. C'est à nous de leur apprendre à demander au lieu de séduire. C'est pas mal ça quand même. Apprendre aux enfants à demander au lieu de séduire. Et à expliquer et à justifier leurs demandes au lieu de chercher à nous séduire pour obtenir satisfaction. C'est pas mal, hein? C'est pas mal quand on compare ça à un certain nombre de situations et, par exemple, au hasard de publicités qui envahissent aujourd'hui aussi bien nos écrans d'ordinateur, de télévision que de téléphones portables. Alors, vous voyez, Kortchak, à cet égard, c'est un pédagogue assez exemplaire. Il participe d'ailleurs de ce grand mouvement de l'éducation nouvelle, dans lequel il y a Célestin Freinet, Maria Montessori, Ferrière, Claparède, Nil et tous ces gens qui se rassemblent en 1921 au Grand Congrès de Calais, avec comme mot d'ordre « plus jamais ça, plus jamais la guerre, plus jamais la barbarie, il faut une éducation pour créer un monde plus solidaire ». Et donc il participe de ce grand mouvement, mais avec une entrée particulière. Alors, j'ai mis de la pulsion au désir. Ça peut paraître étrange, cette expression de la pulsion au désir. La pulsion, c'est quoi? C'est j'ai envie, je veux, j'obtiens. Retour à l'électroencéphalogramme plat. J'ai envie, je veux, j'obtiens. C'est le caprice. Le désir, c'est j'ai envie, j'apprends à attendre, j'aurai. Mais quand j'aurai, je ne reviens pas à l'électroencéphalogramme plat. Par exemple, le désir de savoir n'est pas éteint par le fait de savoir. Je désire apprendre et quand je sais, ben, j'ai encore envie d'apprendre et peut-être même d'apprendre encore plus. De la même manière que le désir de la présence de l'être aimé n'est pas éteint par la satisfaction de la pulsion sexuelle. Hein? Sinon, on n'est pas dans l'amour. Hein? C'est le poète René Char qui définit la poésie en disant la poésie, c'est l'amour du désir demeurer désir. Pour que le désir demeure désir. La pulsion, quand elle est réalisée, il n'y a plus de pulsion. Le désir, c'est ce qui va mettre en route la personne et ce qui va permettre à la personne de s'avancer, ce qui va permettre à la personne d'engager une recherche, d'aller au-delà de la pulsion du moment, de sortir du caprice, de sortir de ce qu'on appelle le syndrome de la toute-puissance pour accéder à la volonté, à la pensée, et à une pensée réfléchie. Je salue nos collègues italiennes. Merci, au revoir. Et donc, avec un pédagogue comme Kortchak, nous trouvons des choses fondamentales. Et
ce qui relie évidemment Kortchak à Freinet, c'est la grande importance qu'ils accordent l'un et l'autre à la correspondance, à l'écriture. L'écriture qui, l'un comme pour l'autre, ne doit pas être une espèce d'épreuve, mais une émancipation. C'est ça qui est compliqué d'ailleurs, parce que comment l'écriture est-elle apparue dans l'histoire des hommes? L'écriture est apparue, il y a quelqu'un, un célèbre anthropologue qui s'appelle Jack Goody, qui l'a bien montré, à un moment, pour libérer la mémoire. Hein, les premiers écrits dont nous disposons sont des listes. Sont des listes parce que les hommes ont eu besoin, dans leur histoire, de noter des choses pour ne pas les oublier. Bon, voilà, parce que les garder en mémoire et se les répéter en permanence, c'est un peu compliqué, puis ça occupe de l'espace. Hein, c'est comme dans une bibliothèque, il n'y en a plus pour mettre d'autres choses. C'est des listes. Et donc l'écriture est apparue pour libérer la mémoire. Ensuite, elle est apparue pour communiquer avec quelqu'un qui n'est pas là. Ensuite, elle est apparue, Goody le montre, pour perfectionner l'expression. Et donc, l'écriture, c'est fabuleux. Au total, même, dit Goody, l'écriture, c'est lutter contre la mort. Que ce soit la petite mort de l'instant, quand j'ai parlé, ben, c'est fini, ou la grande mort, qui est la vraie mort, quand je disparais. L'écriture, c'est déjà une manière d'affronter la mort. Et cette chose extraordinaire qu'est l'écriture, qui est une découverte magnifique, peut-être la découverte la plus magnifique de l'histoire de l'Homo sapiens sapiens, pour beaucoup d'enfants dans l'école, c'est une série d'épreuves humiliantes. C'est une série d'épreuves humiliantes dans lesquelles, progressivement, ils apprennent qu'il faut simplement obéir à des règles, se taire, ne pas exprimer ce qu'on a en soi et rentrer dans des cases pour avoir la bonne note. Encore avec mes étudiantes et mes étudiants, il y a 2 ou 3 ans, à l'université, quand je demandais aux gens « Prenez une feuille, allez, on va écrire », je voyais que l'immense majorité d'entre eux paniquaient. L'écriture, c'était vécu comme une épreuve, une souffrance. Alors, la question que pose Kortchak, que pose Freinet, que posent tous les pédagogues, c'est qu'est-ce que c'est cette pédagogie, cette école, qui, avec les plus grandes conquêtes, les plus émancipatrices et les plus belles de l'histoire du monde, vont faire quelque chose qui est d'abord et essentiellement un outil pour souffrir, pour sélectionner et pour éliminer un certain nombre de gens dont on va dire qu'ils n'en sont pas capables. Cette transformation des savoirs émancipateurs en savoirs d'exclusion, en savoirs de sélection, c'est inacceptable pour eux. C'est inacceptable, c'est inenvisageable. Et c'est contre cela qu'ils vont essayer de promouvoir une conception de l'écriture qui retrouve son sens que nous disons anthropologique. Le sens anthropologique, c'est-à-dire le sens d'une écriture qui renvoie, alors Freinet dirait la méthode naturelle, mais je ne vais pas rentrer dans les débats autour de ça, parce que c'est des débats qui après partagent même au sein du mouvement Freinet, mais qui retrouvent la vitalité intérieure du sujet, qui veut, à travers l'écriture, non pas simplement satisfaire à des savoirs académiques, c'est de voir dans les savoirs non pas un moyen d'obéir à des choses qui nous sont imposées extérieurement, mais un moyen de travailler avec ce qui nous est proposé pour nous libérer. Alors vous me direz, oui mais les règles elles existent. Évidemment que les règles elles existent. Oui mais il faut d'abord savoir écrire, faire des lettres, tracer des trucs, pour ensuite accéder à la lettre d'amour. Évidemment. Évidemment, mais ce que montrent des gens comme Kortchak ou comme Freinet, c'est que ce n'est pas avant, c'est en même temps. Alors, toute ressemblance avec un personnage de la politique française existant ou ayant existé ne serait que pure coïncidence. En même temps, ça veut dire, c'est dans l'acte d'écrire qu'on va comprendre que c'est de l'émancipation. Je ne vais pas me soumettre d'abord pour m'émanciper. Après, ce n'est pas obéis d'abord, tu t'émanciperas quand tu seras grand, chez Freinet ou chez Kortchak. C'est tu as besoin de t'émanciper, donc pour ça, il te faut à la fois obéir et commander. Tu dois obéir à des choses qui te sont imposées, qui sont les règles de la communication, mais c'est ça qui te permet de te commander toi-même, d'être maître de toi et de travailler avec les autres dans la coopération. Il y a là quelque chose de très fort. Obéir pour commander, commander pour obéir, les deux sont profondément reliés.
Et l'enfant n'obéira, dit Kortchak, que s'il sait que c'est grâce à son obéissance qu'il peut commander. Mais il faut qu'il sache aussi que c'est grâce au fait quand il veut commander, il ne peut le faire que s'il obéit. C'est-à-dire que son pouvoir, sa puissance, sont liés au fait qu'il doit obéir à un certain nombre de choses. Et là, nous retrouvons un élément fondamental qui est très présent dans l'histoire de la pédagogie, c'est le rapport de l'enfant à l'objet. Il y a quelques années, une dizaine d'années maintenant, il y a un philosophe américain que j'aime beaucoup, qui s'appelle Matthew Crawford, qui est un philosophe un peu particulier, puisqu'il est simultanément professeur de philosophie à Harvard et réparateur de motocyclettes au garagiste de son quartier. Et il a écrit 2 livres qui ont été traduits en français, l'un qui s'appelle L'éloge du carburateur et l'autre qui s'appelle Contact. Et dans ces livres, il réhabilite beaucoup ce que nous appellerions, je l'évoquais tout à l'heure, le travail manuel, le contact avec les objets. Et il dit, en particulier aujourd'hui, où les écrans sont omniprésents, rien n'est plus important que l'enfant rencontre la résistance des objets. La résistance des objets. Quand je travaille avec de la terre, quand je travaille avec du bois, quand je travaille avec du fer, quand je travaille avec du carton, je suis obligé d'obéir pour commander et de commander pour obéir. Le rapport entre l'obéissance et le commandement, c'est un rapport de dialectique permanente. Je ne peux pas commander au bois si je n'obéis pas au bois. Je ne peux pas commander à la terre si je n'obéis pas à la terre, et ça, tous les agriculteurs et tous les paysans vous le diront. Ce rapport dialectique entre le commandement et l'obéissance, c'est ça qui constitue l'apprentissage de la liberté. Je disais récemment, dans un colloque un peu savant, que si, Dieu m'en garde, j'étais un jour à nouveau dans des instances où il fallait décider des programmes, je mettrais probablement comme objectif de fin de CM2 pour tous les élèves, savoir construire un tabouret de bois à 3 pieds sans colle ni clou. Voilà. Alors d'abord, pour tous les enseignants, ce serait utile. Ils pourraient faire des choses pour chez eux, tout ça, très bien. Et ça leur donnerait les moyens. Et puis ensuite, c'est très exigeant, savoir construire un tabouret de bois à 3 pieds sans colle ni clou. À un moment-là, il faut obéir à la loi, quoi. Mais il faut obéir à la loi pour pouvoir commander à la matière. On est dans cette dialectique de l'obéissance et du commandement. Et la matière, elle me résiste. Mais elle ne me résiste pas parce qu'elle me veut du mal. Elle me résiste parce qu'elle est ce qu'elle est, quoi. Et nous rencontrons la résistance du bois et nous la jugeons légitime. C'est pas, le bois ne veut pas me faire souffrir. Je dois faire avec lui. Et cet apprentissage de la résistance, pour moi, il existe de la même manière quand je découvrirai Newton, les latins, les grecs. Tous les savoirs vont me résister comme le bois. Le rapport au savoir, c'est un rapport à quelque chose qui me résiste et avec qui j'entre en dialogue. Comme j'entre en dialogue avec du bois pour faire un tabouret. Et que c'est ce dialogue qui fait que je construis moi-même et le tabouret en même temps. J'obéis et je commande et je construis moi-même le tabouret et ma propre capacité. Alors voilà, Kortchak, c'est plein de choses. C'est ce sursis à l'acte, c'est ce rapport à la matière qui résiste. C'est un pédagogue tout à fait extraordinaire et je vous invite, si vous ne l'avez pas lu, à lire par exemple « Comment aimer un enfant » qui est un texte magnifique qui explique cela très très bien. Alors j'en suis au 8, je vous ai dit, je suis très modelé par l'institution scolaire, je n'en ai que 10. Neuvièmement, et là, je vous ferai un clin d'œil, coopérer.